Bonjour à tous, bienvenue sur cette seconde vidéo sur la série des corrections pour le langage Haskell. Toujours pareil, hein, donc on va suivre l'idée de la première vidéo et ce coup-ci on va s'attaquer donc aux devoirs de la deuxième semaine. Je rajouterai les liens en ce qui concerne le cours et l'exercice euh, dans les commentaires de la vidéo. Donc en fait on a un exercice qui est ce coup-ci en une seule partie, donc c'est un seul thème. Il va y avoir donc du parsing de fichiers, hein, c'est-à-dire du découpage et de l'exploitation des différentes chaînes de caractères, et, notamment avec l'utilisation d'arbres. Donc c'est une semaine qui est intéressante parce que ça montre quand même l'aisance de l'utilisation des scales pour certaines choses. Donc ce qui est intéressant au début, c'est qu'on a des informations sur les fichiers dont on a besoin, donc des fichiers qui sont disponibles directement sur le site officiel. Log.hs, qu'on verra un petit peu après, contient déjà plusieurs fonctions qui nous serviront. Error.log est le fichier de log que l'on va devoir parser. Et le fichier que l'on va devoir créer pour que ce soit cohérent avec le fichier log, ce sera le fichier loganalyse.hs. Le fichier de log qu'on va analyser contient un ensemble de lignes, chaque fois préfixées par une lettre, donc soit une de ces trois-là qui détermine quelque part le type de log qu'on va avoir. Donc je vais vous montrer en même temps le fichier, ce sera plus simple. Je dis que c'était error.log. Voilà. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le fichier de log sur lequel on va travailler. Donc vous voyez que chaque ligne est préfixée donc par une lettre. Donc ici on a le I qui est pour information, le W pour warning, et on a un E. Alors le E, il y a une particularité, c'est qu'en fait on a deux nombres et non plus un seul. Voilà. Donc on verra en fait en fonction des déclarations des différentes données à quoi est-ce que cela correspond. Donc il nous explique que notamment le deuxième nombre concerne donc la sévérité. Sévérité, c'est-à-dire qu'à un moment on aura un filtre à faire sur cet élément-là. Sauf pour le message erreur, où là erreur on a une autre information. Non, justement, sévérité c'est pour erreur et sinon c'est le timestamp, ce qu'on va voir juste après. Donc là ils expliquent au fur et à mesure. Il y a un nouveau type de données qui est créé qui s'appelle message type et en fait c'est une des trois possibilités. Donc c'est soit info, soit warning, soit error. Suivi d'un entier. Donc l'entier, dans le cas présent, c'est le timestamp. Le deriving de show et EQ, donc en fait, ça va automatiquement créer les méthodes permettant de pouvoir afficher et faire des opérations de comparaison sur ces éléments-là. Là, on a un nouveau type de données qui s'appelle log message. Donc ça va être le principal euh, type que l'on va utiliser parce qu'on va transformer ces chaînes de caractères en log message. Voilà. Donc log message est composé donc de soit cet élément-là, soit celui-ci. Donc soit on a log message suivi du type de message. Donc le type de message ça va être soit info, warning ou erreur. D'un timestep, donc le nombre que vous voyez ici, et d'une chaîne de caractères qui constitue quelque part le message ici. Ou alors d'un type inconnu. Donc c'est dans le cas où ça ne correspond pas à une des trois lettres, et suivi d'une chaîne de caractères qui elle est statique, elle est définie un petit peu après. Voilà, on va devoir mettre ces informations au tout début de notre fichier Haskell sur les options de compilation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai haché le compilateur utilisé par Haskell, et soit lorsqu'on peut faire en ligne de commande, ou soit on met dans le fichier directement ces options de compilation. Donc on crée un nouveau module qui s'appellera log analysis, qui est le nom du fichier, et on va importer log étant donc le log.h fourni pour cet exercice. Voilà. Donc le premier exercice, il va consister en quoi? Il va consister à parser donc une chaîne de caractères qui va être de cette nature et on va devoir la transformer en fonction des différents éléments qu'on pose dans celle-ci. Donc en fait on a une fonction qui s'appelle parse message qui va prendre une chaîne de caractères qui va nous envoyer un log message. Log message, si vous vous souvenez, il a été défini ici. Voilà, donc il va être composé soit de ça, soit de ces éléments-là. Donc là, on va déjà dans un premier temps travailler un petit peu sur ça pour comprendre un peu comment marche le découpage de chaînes de caractères sur Haskell. Alors quelque chose qui est important, c'est que dans l'énoncé ici, vous avez un conseil sur l'utilisation de fonctions qui peut nous faciliter la vie. Or, en fait, on va principalement utiliser celle-ci.
Donc le word, unwords, take et drop, on va les utiliser. Line sera un chouïa plus tard. Voilà. Donc on va commencer. Déjà pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne là-dessus, je vais copier la première chaîne de caractères, on va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Donc là je suis déjà au bon endroit. Voilà. Donc là on a la première chaîne de caractères. L'idée au début, ça va être donc de créer une liste de chaînes de caractères séparées soit par soit par un espace, soit par une virgule, ou ainsi de suite. Comparé à certains langages itératifs, ou par exemple le C, où il faut déterminer l'espace et découper ainsi de suite, là on a des choses qui sont un petit peu plus simples. Donc, typiquement, le mot-clé words va permettre de pouvoir faire directement un découpage en fonction de l'espace. Donc déjà, c'est un premier élément qui va être intéressant, c'est qu'on va vouloir récupérer la première lettre pour faire une vérification. Donc automatiquement, on sait que c'est sur le premier élément de la liste. Alors comment est-ce qu'on affiche le premier élément de la liste? C'est pareil, vous faites un words et avec deux points d'exclamation et l'index. Voilà, si je suis en index 0, je vais avoir la première lettre. Si je suis en index 1, je vais avoir la deuxième lettre, et ainsi de suite. Donc là, on voit que par exemple, pour un message erreur, il va falloir que donc on affiche log message, error entre parenthèses suivi du 2, donc de la deuxième valeur soit de l'indice 1, du timestamp, donc au format entier, parce qu'on voit qu'il n'a pas les petits guillemets, et help qui lui est en tant que chaîne de caractères. En fait, on va devoir transformer cet élément-là de cette manière-là. Donc toujours dans la même idée, je peux récupérer donc le troisième. Donc là pour l'instant ça ne présente pas forcément d'intérêt. Par contre pour récupérer juste help, ce qui peut être intéressant c'est que je vois que j'ai trois éléments avant le help. Donc je peux faire un drop, le nombre d'éléments 3 sur Word justement de la chaîne complète. Donc en fait je vais sur ma chaîne de caractères, sur ma liste pardon, des chaînes de caractères, je vais supprimer donc les trois premiers. Il va me rester juste help. Donc là j'ai une liste et je fais par exemple pour le premier exercice, tout simplement retransformer tout cela en chaîne de caractères. En utilisant le mot-clé unwords et avec le dollar. Voilà. Alors le dollar, j'avais expliqué dans la première vidéo, hein, je le redis là, c'est un raccourci pour éviter l'utilisation de parenthèses. D'accord. Drop 3 agit sur le résultat de words, cette partie-là, et celui-ci sur tout le reste. Voilà. Donc en fait, c'est simplement une aisance d'écriture. Donc là, on a les premiers éléments permettant de pouvoir extraire les éléments pour créer justement donc là, le log message. Pour le i, on voit que ici, j'ai donc log message, info à la place du i, le timestamp est toujours pareil. Donc le dernier élément retransformé en chaîne de caractères. Et si c'est inconnu, on a cette chaîne statique. Voilà. Donc on va déjà créer cela. J'ai un fichier loganalysis.hs qui est vierge et qui comprend l'entête qui est indiquée dans l'énoncé. Voilà. C'est ici. Alors, on va donc créer cette fonction-là. Donc on a déjà tous les éléments comme vous venez de le voir. Voilà. Donc, je vais faire un parse message. Je vais l'appeler n, j'appelle souvent n. Hop. Donc on va faire selon le cas. Donc selon le cas, selon la valeur de n. Et concrètement, selon le premier élément, voilà, de la chaîne. Donc on l'a vu tout à l'heure, donc on peut faire un case. Selon quoi? Selon words de n, pour lequel je récupère le premier élément. Voilà. Et là, ça va pouvoir avoir plusieurs valeurs, donc aussi bien un E, d'accord, ça va pouvoir avoir un W, j'ai dit un I aussi, et dans tous les autres cas, ça va avoir donc, pour moi, ça va être le unknown, finalement, donc inconnu. Unknown. Voilà. Et je vais directement faire ce cas-là, tout simplement parce que c'est plus simple, il suffit de recopier la ligne. Hop. Hop. Voilà. Là, on copie. Super. Hop. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Dans le cas du error, qui est là, qui est marqué log message. Donc je vais écrire log message.
Voilà, je veux qu'il y ait error. Donc on va écrire error, espace. Donc là, on va vouloir récupérer la deuxième valeur. Et on va vouloir ensuite récupérer la troisième valeur au format entier. Donc ça, c'est important parce qu'on va recaster. Alors comme on a vu lors de la première semaine, donc l'ancienne vidéo, je vais faire un read pour récupérer donc la valeur. Un read de quoi? De words de n en position 1. Le tout que je caste en entier. Voilà. Et ensuite, je refais exactement la même chose. Je fais donc un read. Hop, de words de n en position 2. Et le tout en entier. Voilà. Donc là, j'ai mes premiers éléments. Et en fait, je vais vouloir ensuite faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire un unwords du restant. Donc, unwords de quoi? De drop. Alors là, de 3 parce que j'ai les deux premiers éléments qui vont être éliminés. Enfin, les trois premiers éléments, enfin les deux que l'on vient de voir, plus le premier, le 0. Donc drops de 3, de quoi? De words de n. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième, c'est kiff-kiff, sauf qu'il va falloir faire attention parce que j'ai un élément en moins. Donc log de message de warning. Warning. Voilà. Et donc là, je vais récupérer qu'un seul élément. Voilà, que celui-ci. Donc warning, et ça va être donc un read de word A. Hop, on va recopier ça. Pas faire les scribs non plus. Pas besoin. Voilà. Et donc là, je vais faire pareil, unwords de $, de drop de 2 par contre, puisqu'il y en a un en moins, sur words de n. Voilà. Alors là, j'ai mis un $, on peut très bien mettre entre parenthèses words de n, hein. C'est pas gênant en fait. C'est simplement une question d'aisance de facilité d'écriture. Mais voilà. Tiens, là, il me manque un truc. Et là, j'ai pas oublié de parenthèse. Si, j'en ai oublié justement. Parce que error est lui-même entre parenthèses. Voilà. Okay. Et ensuite, log message, info, pareil, words read, words de n à la position 1 sur un entier, hop, voilà. Et après, on va recopier ça. Voilà. Okay. Alors, vous me direz, effectivement, c'est pas forcément pratique de remettre words n à chaque fois. Donc, on peut très bien mettre un where avec un alias. Donc, ça, je pourrais le montrer après. Là, on est plus sur la correction simple, mais après, enfin, ça peut s'optimiser, bien sûr. Voilà. Déjà, on va tester cela. Donc, je vais recharger ma page. Log. Alors. Ouais, donc là, il n'a pas aimé les parenthèses. Alors, il doit m'en manquer une. Tac, tac. Ouais, il m'en manque une, là, probablement. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il m'en manque une, là. Okay. D'accord. Donc là, sur le i, le message, info, tac, tac. Il devrait pas m'embêter. C'est le... Il n'y a pas de raison. Ah si, tac, tac. Ah non, c'est bon pourtant. On va tester comme ça. Hop, je vois pourquoi ça ne marcherait pas. Ok, alors, log warning. Ah, c'est sur warning qu'il y a un souci, je suis pas sur le bon Peter. Ok. Oui, en fait c'est mieux si je rajoute ça quand même. Voilà. Et donc du coup, c'est pareil pour là. Entre les parenthèses et les dièses, juste pas se mélanger, voilà. Ok, donc là ça compile, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tester, donc je vais parse message, et je vais tester avec le GDC qui est fourni, donc celui-ci. Voilà, donc j'ai bien log message, error 2, 562 help, donc ça correspond à ce qui est attendu. Et dans le cas où je fais un parse message
hop, kiff, mais par contre je mets un D par exemple. Voilà. Donc là il me dit bien qu'en fait c'est pas au bon format. Et je peux faire la même chose avec un I sur une seule valeur. Voilà par exemple. Ok. En fait il y a une valeur en trop forcément parce que je suis sûr. Voilà. Ok. Donc là on répond déjà à la première problématique de transformer une chaîne au format log message. Donc je rappelle, le format log message est défini dans le fichier le log.h s qui est ici. Voilà. Ici. Voilà, c'est exactement la transformation que l'on vient de faire. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, le word n on peut le transformer parce que c'est pas forcément non plus tip top. Donc si à la place par exemple je mets val par exemple, hop. Et ensuite je mets à la fin where val égale words de n. Et du coup ça marchera. Ah oui, ça marchera tout aussi bien. On recharge. Voilà. Donc après on peut effectivement mettre des alias. Bon, c'est pour une question d'aisance d'écriture, hein. Le where est très souvent utilisé pour simplifier l'utilisation là-haut. Il ne faut pas tomber dans le piège de mettre 40 where en saut pour faciliter, parce que bon, je pense que après c'est pas forcément non plus tip top. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui est demandé? Donc créer maintenant une fonction parse, voilà, qui va parcourir le fichier de log complet et à chaque fois retourner donc un log message pour chaque ligne. Okay. Alors là, il faut quand même lire un petit peu ce qui est contenu dans le fichier log.h pour comprendre ce qui est attendu. Voilà. En fait, là, l'idée, c'est simplement de faire quelque part un map pour chaque ligne du fichier auquel on va appliquer cette méthode-là. Alors, lorsqu'on regarde le fichier log.hs, on voit qu'en fait, il utilise readFile. Donc, il faut aller sur Internet, regarder dans la documentation de readFile, et en fait, on voit qu'on nous retourne la possibilité d'utiliser line pour lire chaque ligne. Donc, l'idée, en fait, ici, ce serait donc de faire... on va faire un map, donc il y a plusieurs façons de l'écrire, on va le voir, de parse message. Alors, je peux faire... On va le faire de deux façons. Line de n. N étant voilà, la liste, donc le fichier en lui-même. Et là, je vais mettre parse de n. Ça, comme je vous avais dit dans la première vidéo, c'est en fait une imbrication de fonctions. Donc je peux très bien l'écrire autrement en mettant map, entre parenthèses, parse message, entre parenthèses lines, entre parenthèses de n. Voilà, sur un seul bloc. Mais bon, je pense que c'est une meilleure compréhension comme ça. Donc maintenant, du coup, on va tester cette ligne-là. Alors, vous voyez que test parse, pardon, fait partie en fait des fonctions déjà définies. En fait, là, il y a la fonction. Donc là, parse, c'est l'autre fonction qu'on vient de créer, n étant le nombre de lignes, file étant le fichier. Donc ça veut dire qu'on va lui mettre le fichier. On prend le fichier, il fait arrêt de file et il va parser tous les éléments du fichier. Alors, test parse. Peut-être en même temps, peut-être je le recharge aussi. Il va peut-être pas comprendre. Voilà. Donc là, on a les 10 premières lignes à analyser. Donc là, on voit que la première ligne, c'est un info avec un timestamp de 50-53. Voilà. Et donc, en fait, il me dit que c'est un info. Enfin, c'est une forme de type info. Voilà. Donc là, j'ai les informations. Donc, con espace ing, con espace ing. Donc là, après, on va pouvoir faire différents traitements, mais on a une première analyse du fichier, transformation selon le type de données, le log message. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du devoir. Ensuite, la deuxième partie elle va consister maintenant à créer un arbre qui va nous permettre de pouvoir stocker différents messages et ensuite faire des tris. Voilà, on va pouvoir filtrer ou trier en fonction par exemple du time step,
en fonction de la sévérité, et ainsi de suite. Alors dans un premier temps, on va revoir un petit peu ce que c'est qu'un arbre, d'accord, en Haskell, en sachant qu'il n'y a pas un arbre déjà défini. On va être obligé de définir nous-mêmes ce que c'est un arbre grâce à la notion de récursivité et à la notion de liste. Donc là, on a un exemple qui est un type d'arbre. Il y a une particularité, c'est qu'on intègre le log message. Donc avant de rentrer trop dans le détail, on va voir un petit peu ce que c'est qu'un arbre. Voilà. Donc en fait, concrètement, on va définir donc un type. Je vais appeler mon arbre. Alors pourquoi est-ce que je vous mets directement mon arbre? Parce qu'en fait, dans la littérature, on va souvent utiliser le mot-clé tree, les mots-clés leaf et ainsi de suite. Mais c'est pas quelque chose de statique, c'est moi qui le définis. En fait, je vais définir moi-même comment l'arbre doit fonctionner, donc avec ma propre sémantique. Donc on n'est pas obligé de marquer tree, leaf et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, un arbre, il peut avoir deux possibilités, hein. Soit il a rien, donc un arbre vide. Donc on voit souvent nothing. Voilà. On voit souvent aussi nil, par exemple. Moi j'aime bien leaf parce que c'est la feuille et du coup c'est l'extrémité, et c'est donc on part du principe qu'en fait il n'y a pas d'arbre. Voilà. Donc soit il n'y a rien, un arbre vide, ou soit j'ai un nœud. Et le nœud est composé de manière récursive de deux choses, de deux arbres. Donc, mon arbre, donc c'est-à-dire l'arbre qui va à gauche, entre guillemets, et là qui va à droite. Donc en fait, imaginez simplement que vous avez une jonction et vous avez deux branches. Chaque branche peut avoir aussi soit rien, soit deux branches, et ainsi de suite. Donc toute cette combinaison de nœuds, de branches, et ainsi de suite, on crée donc un arbre. Voilà. Donc là, j'ai soit ça, et je peux faire dériver de choses si jamais je veux utiliser l'affichage. Voilà. Alors, j'ai du mal l'écrire encore, parce que moi, c'est toujours ça. Voilà. Ok. Donc là, j'ai défini un nouveau type qui est mon arbre. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir créer, déclarer mon arbre. Parce que là, j'ai déclaré le type de données. Maintenant, je vais pouvoir créer. Donc, je peux dire par exemple mon nouvel arbre. Mon nouvel arbre. C'est égal à quoi? Et donc, ça peut être égal à on va faire quelque chose de relativement simple, on va juste faire un V, donc c'est-à-dire un nœud avec deux embranchements et chaque embranchement n'a rien d'autre, par exemple. Donc du coup, ça veut dire que je vais avoir ici mon premier nœud. Mon premier nœud va être composé donc de deux arbres, donc d'un deuxième nœud, sur lequel par exemple je n'ai rien, je n'ai que des branches. Et donc la branche de gauche, là je fais la branche de droite, et elle aussi elle a rien, voilà, par exemple. Donc en fait, en faisant ça, j'ai donc mon nouvel arbre, et si je lui demande quel est son type, mon nouvel arbre, il est tard, je vois pas grand chose en fait, c'est l'âge, ok. Et donc voilà, mon nouvel arbre est de type mon arbre, okay. Donc en fait c'est de type celui-ci, et donc à partir de là, on va donc créer, comme c'est marqué dans l'énoncé, un type message tree, qui va être soit donc rien, soit un nœud, qui va être composé d'un arbre de gauche, un arbre de droite, et au centre un log message. Donc en fait, on va avoir chaque fois, et c'est là que c'est intéressant, le log message va être utilisé comme élément de tri, c'est ce qu'on va voir après. Mais là, tri terrien. Ok. Et donc on va attaquer l'exercice 2, qui va consister donc à insérer des éléments, donc des log messages, dans une structure de type arbre. La présentation que je viens de vous faire sur les arbres, elle est assez générique. Donc dans le cas de l'exercice, message tree, donc, qui est un nouveau type de données, est composé donc d'un arbre vide, on va appeler donc leaf la feuille, ou alors d'un nœud. Donc en fait, il va y avoir effectivement deux branches, donc deux autres arbres. Il va y aussi avoir un log message. C'est la petite particularité, c'est qu'on va avoir un élément en plus dans la construction de l'arbre. J'ai stabilisé ce qui était important pour la structure qui est demandée. Donc en fait, on va utiliser une structure récursive. À chaque fois, il va prendre donc deux enfants comme argument, qui va représenter donc la gauche et la droite, donc des sous-arbres. On pourra donc l'appeler left et right tout à l'heure pour une facilité d'utilisation, ainsi que log message. Et en fait, on va faire donc un tri par rapport au timestep. Timestep, si vous vous souvenez, donc c'est la deuxième valeur qui est utilisée dans le fichier de log. D'accord? Donc hop, c'est celle-ci.
Donc en fonction de la valeur, soit c'est supérieur à log message, ça ira dans celui-ci, donc à droite, sinon ça ira dans l'arbre de gauche. Donc en fait, la première chose qu'on va faire, c'est déjà extraire cette valeur-là pour ensuite pouvoir l'utiliser dans notre fonction insertion, propre à l'exercice 2. Alors comment est-ce qu'on va l'extraire? On va faire quelque chose qui est vraiment propre à l'écriture fonctionnelle. On va donc déjà créer une fonction qui va s'appeler extract time. Ce que je vous montre, on peut très bien le faire imbriqué avec des where, ainsi de suite. Moi, je préférais le découper dans le cadre d'un tuto, mais ça fait possible après de le faire en une seule fois. Donc, je vais vouloir récupérer un int. Donc, je vais prendre un log message. Vous vous souvenez de la structure de log message comme on l'a vu. Donc, avec log message, le type et les différentes valeurs qui sont prises et à la fin la chaîne de caractères. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette valeur ici. D'accord. Donc, je vais faire extract time. Extract time. Donc, je vais prendre la structure d'un message. Donc, log message. La première valeur ne m'intéresse pas, donc le E, le I et le W. La deuxième m'intéresse, donc c'est le timestamp. Et la dernière valeur ne m'intéresse pas. Et donc lorsque je vais prendre cela, qu'est-ce qui va ressortir? C'est le timestamp. Voilà. Okay. Donc on va sauvegarder cela et on va déjà faire un petit test. Ok. Donc je vais charger mon fichier. Bon après c'est des warnings, donc ça c'est pas très gênant. On va prendre un exemple. Bah tiens, on va prendre celui-ci. Hop. Donc là je vais l'appeler extract time. Ok. Donc on va simplement utiliser cette fonction pour pouvoir récupérer donc le timestamp qui va être utilisé dans la fonction insertion qui est insert, qui est ici. Okay. Donc on va récupérer le fonctionnement de cette fonction. Hop. Donc insert va prendre un log message, va prendre un arbre et va nous renvoyer un arbre. Donc là on a plusieurs informations qui sont utiles sur les différents cas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, si jamais déjà on a inconnu comme message, ça nous renvoie le message, enfin l'arbre qui est non changé. Donc on va déjà faire ce cas-là. Du coup, je fais un insert unknown, peu importe ce qu'il y a derrière, hein, le texte dans l'absolu ne me gêne pas. Je veux ensuite mon arbre. Ça me ressort mon arbre. Je vais mettre plutôt un M minuscule, c'est plus cohérent quand même. Hop, voilà. Mon arbre. Okay. Donc ça c'est le cas de l'insertion. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, donc si jamais je rajoute un nouveau log message dans un arbre existant, ça va donc me créer un nouvel arbre. Ok, donc ça on va le faire après. Et après, il y a aussi la comparaison. Voilà. Tac. J'ai rien oublié. D'accord, donc la toute première valeur, lorsqu'on va créer un arbre, donc je vais aussi faire une insertion. Donc, je vais insérer un log. Voilà. Donc, on l'appelle comme on veut, hein, dans un arbre vide. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va être la toute première chose que l'on va créer. Donc, on va donc faire le nœud. Ok. Avec deux branches vides, mais le log au milieu. Hop. Comme ça. D'accord. Et le dernier cas, qui est le cas le plus important, qui va être la comparaison. Donc, je vais refaire aussi un insert. On va l'appeler val pour la valeur. Et je vais stocker ça donc dans un arbre. Alors pour l'arbre, ce qu'on va faire, on va faire node aussi. Et on va utiliser la sémantique proposée dans le devoir, c'est-à-dire left. Vous pouvez mettre gauche et droite, on va rester là-dessus. Left. On va définir une base et right. Voilà. Ok. Donc, il va y avoir donc plusieurs cas. Hop. Alors, déjà, je vais extraire dans X. Donc X étant un log message, je vais donc extraire dans val, pardon, je vais donc extraire dans val le timestamp. Je vais faire un extract
time de val. Donc si extract value de val est inférieur à extract time de base, parce qu'à chaque fois on va comparer, je vais faire quelque chose. Donc là on va voir ensemble. Et donc là c'est le cas inverse. Voilà. Donc là si c'est pas inférieur, si c'est supérieur. Donc en gros si c'est inférieur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais remplir l'arbre de gauche. Et si c'est à droite, je vais donc remplir l'arbre de droite, tout simplement. Donc là je vais faire mon insert. Val. Donc left. Hop. Base et right. Donc je remplis l'arbre de gauche. Et là je vais donc remplir l'arbre de droite. Là c'est l'inverse, pardon, c'est moi qui fais des bêtises. Left, base, et par contre à droite c'est donc insertion de val de right. Voilà. Donc là on a à chaque fois une comparaison, donc extraction du time step, comparaison, et en fonction de la valeur on va créer une nouvelle branche à gauche et une nouvelle branche à droite. Ainsi de suite, en fait on va donc avoir forcément un arbre qui va être déséquilibré, parce que je ne sais pas le nombre de valeurs qu'il va pouvoir y avoir comparé à la base, mais on va pouvoir ensuite faire différents tris dessus. Voilà, donc ça c'est l'exercice 2. L'exercice 3, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors maintenant qu'on peut insérer un seul message dans l'arbre, il faudrait faire en sorte de pouvoir insérer tous les messages. D'accord. En fait, là l'idée c'est de faire une fonction build afin de, pas un message, mais une liste de messages. Voilà. Ok. Donc là, mince. Voilà. Donc là, je ne vais pas prendre un seul message comme en haut, d'accord, mais c'est une liste de messages qui va m'envoyer un arbre. Donc en fait, ici, ce qu'on va faire, je vais déjà faire build. Donc faire build. Je vais faire donc ma liste de log. Liste log, en fait. Et donc là, je crois qu'il y a une particularité pour le créer. Voilà, en insérant successivement les messages donc dans l'arbre en commençant avec l'if. Voilà. Donc pour les répétitions, on a sous Haskell donc fold L ou fold R pour simplement si c'est une répétition en partant de la gauche ou en partant de la droite, en insérant à chaque fois un élément donné. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir donc insérer toute la log list. Enfin, que chaque ligne de la log list soit insérée dans l'arbre grâce à la fonction insert que l'on vient de créer en commençant par l'if. Voilà, pour essayer d'être clair. Du coup, je vais commencer par la droite, c'est ce qui est demandé, fold droite. Je vais donc insérer l'if. Donc on commence, le premier élément c'est l'if, et qu'est-ce que j'insère? Tous les éléments de log file, de liste log. Liste log. Okay. Voilà, donc ça on va le tester. On va tester tout d'un coup parce que tester comme ça, si on peut, c'est pas gênant. Alors, l'exercice 4, il nous est demandé d'effectuer un tri. Donc lorsqu'on regarde l'énoncé, en fait on comprend qu'il y a donc plusieurs façons de toujours trier des tableaux, tri à bulles, et ainsi de suite. Mais là en fait il veut qu'on utilise quelque chose qui s'appelle inOrder traversal. Donc j'avoue que je ne connaissais pas sur le moment. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. Vous avez une page Wikipédia pour le parcours d'arbre. Et donc inOrder, donc c'est quelque chose qui est connu dans l'absolu, c'est pas un terme simplement dans le cadre de l'exercice. Et donc c'est fait pour les arbres binaires. Donc c'est ce que l'on a avec deux possibilités à chaque fois. Donc en fait il faut vérifier, donc en gros vérification sur le nœud courant s'il est nul ou s'il est vide. Et en fait traverse, c'est-à-dire qu'on a une récursivité donc sur la partie gauche, sous l'arbre gauche, en rappelant la fonction. Donc en Haskell on comprend vite qu'on va faire donc un inOrder
de la partie left. Ensuite, display the data part of the root, donc c'est le nœud courant. Donc en fait, ça va être pour nous la base, ce qu'on a utilisé. Et la traverse, donc le right subtree, donc en fait c'est exactement la même chose. Donc on va devoir faire aussi un récursif en appelant à chaque fois in order sur la partie droite. Donc en fait c'est un tri qu'on retrouve souvent dans les premiers cours d'ailleurs de programmation, notamment Haskell. Alors je me souviens plus exactement du nom, mais je retrouverai ça, je le marquerai probablement sur la vidéo. Donc pour faire ça, donc déjà définir prototype de la fonction. Ok. Alors, in order. Donc déjà on va faire le cas toujours pareil. En récursif, on fait toujours la fonction de sortie. Comme lorsqu'on fait une factorielle, on vérifie d'abord que ce soit égal à 0. Donc in order de leaf, donc si c'est un order de vide, si c'est vide, ça renverra rien du tout. Ok. Et donc maintenant, donc je vais donc avoir mon nœud de base, left, ma base, donc le nœud courant à chaque fois, right, RI, j'ai acheté, ok. Et donc, qu'est-ce que l'on va faire? Donc on va suivre ce qui est marqué sur ma page internet. On va appeler de manière récursive in order, donc elle-même la fonction sur l'arbre de gauche. Donc ce que l'on va faire, on va donc faire in order left. On va concaténer avec le nœud courant à chaque fois. Et là on va faire pareil, in order right. Ça me semble de mémoire être ça. Tac tac. Voilà, après c'est l'arbre de droite. Okay. Voilà, donc pour celle-ci, normalement, ça devrait être bon. De toute façon, on testera tout ce petit monde après. Et donc le dernier exercice, exercice 5. Donc maintenant que l'on peut trier les messages, donc les logs, la dernière chose qui est à faire est d'extraire des informations importantes. Nous avons décidé que important était les messages de type erreur avec une sévérité d'au moins égale à 50. Voilà. Donc la sévérité, on a vu que c'était un des critères qui était le deuxième sur les messages de log. On n'avait pas encore exploité jusqu'à maintenant. Okay. Alors, là on voit qu'il y a quelques exemples. Typiquement, erreur, on voit qu'il y a donc toujours pareil, on est sur la même structure. Donc ça c'est la sévérité. Pareil là, et ainsi de suite. Donc ce qu'il va falloir faire déjà, ça va être extraire la chaîne de caractères et extraire et voilà, faire attention probablement que ce ne soit pas, alors faire attention à que ce ne soit pas des unknowns, il faut extraire la chaîne de caractères et il faut extraire la sévérité. Donc ça nous fait 3 extractions à préparer avant de résoudre ce petit problème. On va commencer par quoi? Par la sévérité. Voilà. Supérieur ou égal à 50. Donc on va faire une fonction qui va s'appeler extract save pour sévérité. On va prendre toujours pareil un message de base et on va ressortir. Alors je vais utiliser quoi? J'ai besoin de la valeur ou qu'il y ait une sévérité? Pour l'instant on va faire un booléen. Parce que je crois pas qu'à chaque fois... Non, c'est supérieur ou égal à 50, donc en fait j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de la valeur. Donc on va renvoyer un booléen. Voilà. Donc extract. Donc toujours pareil. Ça c'est masque, c'est génial. Quand je vois les autres langages, quand je galère, ça c'est top. Error. Donc je vais appeler ici célérité, allez. Je sais pas si c'est comme ça, on va mettre juste save du coup. Voilà. Voilà, ok. Donc pourquoi? Parce que j'ai donc ma sévérité et ensuite j'ai les autres informations que je considère pas comme intéressantes, du moins pour l'extraction de la sévérité. Donc je veux renvoyer un booléen, donc je vais dire que ça c'est égal donc à save, comme on a fait tout à l'heure avec le timestamp,
vous avez ici, là, juste au-dessus. Et on peut très bien lui dire que je veux que ce soit supérieur ou égal à 50. Voilà, donc là, ça va me renvoyer un booléen. À chaque fois que je fais extraction, comparaison, et sur le résultat de la comparaison, il m'enverra true ou false. C'est pas mal. Et ensuite, un extract pareil save. Et du coup, s'il n'y a rien, donc potentiellement, c'est que j'ai pas de sévérité, donc j'en suis dans tous les autres types de logs, ça m'envoie false. Voilà. Je pense que ça devrait être pas mal tout ça. Hop, pardon. Ensuite, j'ai dit quoi? On va avoir besoin, oui voilà, d'extraire cette chaîne de caractères, pardon. Dans le cas, ouais, dans le cas où il y a un no, parce que là qu'on n'a pas tous les éléments avant, et dans les autres cas. Alors, on va faire une fonction qui s'appelait, on va faire getMessage. Toujours pareil, je prends un message et je récupère de ce coup-ci une chaîne de caractères. C'est ce qui m'intéresse. Je fais getMessage. Alors, donc c'est le dernier élément. Je vais récupérer ma chaîne. Donc là c'est égal à chaîne, c'est toujours pareil. On utilise les patterns. GetMessage. Et là je vais pour les inconnus. No, ne, hop. Donc là c'est ma chaîne comme on l'a vu et du coup ça me renvoie que chaîne. Ok. Je pense ne rien avoir oublié. Du coup, qu'est-ce qui est demandé? Elle s'appelle comment la fonction what went wrong? Qu'est-ce qui va pas? Ok. Donc, il va me prendre la liste, donc probablement le fichier de log. Il va me sortir tous les éléments qui correspondent donc là, elle a une sévérité de plus de 50. Je pense que c'est un peu l'idée du truc. Ok. Alors, donc là, on va faire de l'imbrication de fonctions pour se faciliter la vie. Alors, il faut regarder le fichier log.hs, comment est-ce que lui il est créé, voilà. Parce que c'est ça qui va nous dire comment est-ce qu'on veut que ça fonctionne. Donc pareil, j'ai un read file, donc je vais mettre un moment le fichier, donc je vais devoir mettre fichier le error.log. What went wrong, pardon, donc va être appelé. Donc je vais avoir le parse aussi qui va être appelé et potentiellement les autres fonctions. Donc le test, le parse ça et ça, ok. Donc pour l'appeler, on va copier tout ça. Ça va être pour l'appeler, donc ça va être dans le main. Bon, je prends un petit peu d'avance, mais main, donc c'est un monade, hop, voilà, et main, et je vais lui dire que c'est déjà tout ce petit truc là, voilà. Tac, tac, et donc le fichier ce sera error.log. Ok, ça c'est pas mal. Et donc du coup, lui, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Bah, potentiellement, je vais vouloir qu'il travaille avec tous mes fichiers. Alors, déjà, je vais donc récupérer mes messages. Une fois que j'ai récupéré mes messages, je vais faire un filtre sur tous ceux qui sont donc 1, 2. Je récupère mes messages, je fais un filtre sur tous ceux qui sont supérieurs à 50. D'accord. Donc c'est plus l'inverse. Je m'en fiche le log. Je crée mon arbre, je prends mon arbre trié et je récupère tous les messages qui sont supérieurs ou égaux à 50. Donc, ça veut dire quoi? Donc, je vais donc avoir build, list log, insert. Donc là, j'ai mon insertion ici. Ok. Donc déjà, InOrder, c'est basé forcément sur le build. Donc on va faire un build. Ok. Avant, je vais donc avoir InOrder. Il y a là tout. Ok. On testera après. On va donc avoir aussi l'extraction. Et je vais récupérer le message sur l'extraction. Donc à la fin, j'aurai que les messages normalement qui correspondent donc, qui sont ici issus du fichier, transformés en log, rajoutés dans l'arbre. Une fois que j'ai l'arbre, je vais pouvoir faire un tri sur ceux qui sont supérieurs ou égaux à 50 et je les récupère tous. Voilà.
Et donc, tac, tac. Je vais appliquer un map dessus, et ça me paraît pas mal. Ouais, il faut que je mette un filtre. Voilà. Hop. Ça devrait être pas mal ça. Ok. Et donc du coup après j'ai mon main. Alors mon main je vais lui dire, donc c'est ce qui est marqué ici. Tac tac. Il faut quand même que je l'affiche. Donc là on va utiliser une écriture de monade, on reviendra sur les monades un petit peu plus tard. Le map qu'on a vu qui applique une fonction sur un ensemble d'éléments, une chaîne. Ça c'est la version nomade. Et donc en fait je vais faire un put strln. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fait je vais appliquer le put strln, donc un monade, je vais contrôler les débordements. Donc je vais afficher un put strln sur chaque ligne issue du main. Voilà. Donc là on va faire un test. Tous ces petits mondes là. Alors, hop. Bim. Alors. Voilà, donc il y avait une petite erreur, c'est qu'en fait j'avais une double déclaration de cette fonction là. Ok. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à exécuter mon main. Voilà. Et j'obtiens donc une séquence de logs qui correspondent aux différents critères. Alors est-ce qu'on peut savoir si c'était les bons ou pas par contre? C'est pas top ce truc là s'il n'y a pas... Ah, sur le fichier sample.log, donc on va tester sample.log. Sample.log, je reload mon petit truc et je fais un main et j'obtiens donc dans le bon ordre voilà, les trois phrases. Okay. Donc on va considérer que cet exercice est fini. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a certains points qui sont encore un petit peu obscurs. Donc en ce qui concerne Haskell, j'ai eu une approche qui était vraiment dichotomique, parce que typiquement l'extra save, get save peuvent être très bien mis par exemple dans cette fonction là avec un where où je les redéfinis. Pareil pour d'autres choses, le extract time peut être mis aussi en dessous. Tac tac. Donc voilà. Après, bon, on a plusieurs façons de l'écrire, c'est toujours pareil, il n'est pas forcément optimisé, mais voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce qui était attendu durant cette deuxième semaine. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis au revoir.